Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus à la deuxième conversation du cycle de l'exposition Business Model. À la Vitrine, nous sommes le premier espace d'exposition dédié aux expériences entre art et marque. Et nous sommes un lieu ouvert par l'agence qui s'appelle L'Art en Direct, qui depuis une vingtaine d'années conseille les entreprises dans leur stratégie de communication par l'art contemporain. Pour cette exposition, nous avons invité Isabelle de Maison Rouge, à qui nous avons donné une carte blanche et qui a choisi de réfléchir à la question des entreprises artistes, donc des artistes qui utilisent le modèle de l'entreprise pour créer leur propre projet. Et c'est l'objet de la conversation de ce jour. Donc je vous passe la parole. Merci beaucoup Charlotte. Alors après avoir exploré la semaine dernière la relation entre l'art et l'économie, nous poursuivons notre cycle de conversation autour de l'exposition Business Model, en nous focalisant cette fois-ci sur un aspect de la relation entre les entreprises et les artistes, et donc intitulé « L'entreprise artiste, une entreprise comme les autres », notre rencontre va nous pousser à nous poser un certain nombre de questions. D'abord, quelle différence entre une entreprise fictive et une entreprise réelle ? Ensuite, nous nous demanderons si l'artiste qui utilise ou détourne les codes du marketing, par exemple les logos, les slogans, les produits dérivés, les marques, est un entrepreneur comme les autres. Et puis, dans un dernier temps, nous nous interrogeons sur le regard que peut porter le monde de l'entreprise sur ces entreprises d'artistes, mais aussi sur la place de l'art et de la culture dans les entreprises plus traditionnelles. Alors, pour aborder tous ces thèmes, je vous présente nos invités. Isabelle de Maison Rouge, vous êtes critique d'art, chercheuse et commissaire de l'exposition Business Model Entreprise d'artistes. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes président du groupement Leclerc et du fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, entre autres choses. Et Yann Thomas, vous êtes artiste et président à vie de Ouest Lumière. Voilà, alors on va commencer avec Isabelle, autour de cette exposition. Isabelle de Maison Rouge, vous êtes historienne de l'art, critique d'art, membre de l'AICA, vous enseignez à la New York University depuis plus de 20 ans, vous êtes également rédactrice en chef d'une revue d'art en ligne, membre de l'équipe de recherche CNRS Art et Flux, et auteur de plusieurs ouvrages, comme L'art contemporain au-delà des idées reçues, Salut l'artiste, et 10 clés pour s'ouvrir à l'art contemporain. Isabelle, vous êtes la commissaire de l'exposition Business Model, qui constitue donc le cadre de notre conversation. Pourquoi cette passion pour les entreprises d'artistes ? Tout simplement parce que j'ai eu la chance de rencontrer Yann Thomas, donc à la fois président à vie de Ouest Lumière et à la fois aussi directeur d'une équipe, un laboratoire de recherche à Paris 1 qui s'intitule Art et Flux et qui réfléchit depuis de très longues années sur cette hybridation qui existe entre l'artiste et l'entreprise. Et donc quand Pascal m'a donné une carte blanche pour cette exposition, je me suis dit que c'était évidemment très pertinent de pouvoir à la fois inverser la proposition, c'est-à-dire non plus l'entrepreneur qui regarde l'artiste, mais l'artiste qui, cette fois, regarde l'entreprise, qui va s'en inspirer et qui va essayer de proposer des modèles qui lui soient propres. Et à la fois parce que, travaillant dans cette équipe depuis longtemps, nous avons mis à jour des recherches très intenses, que ce soit sur le plan de l'écriture ou des colloques, des interventions, des conférences, des séminaires. Et il me semblait qu'il était important de les rendre visibles. Donc là, c'est ce que vous avez au mur ici. Et donc, je voudrais revenir peut-être sur 3 points relativement simples pour constater cette hybridation entre l'artiste et l'entreprise. Tout simplement l'idée que l'entreprise artiste, donc si on admet que c'est une seule définition, donc avec peut-être un trait d'union ou pas, ça n'a pas d'importance, mais ce n'est pas seulement l'entreprise d'artiste, mais l'entreprise artiste. Donc c'est vraiment une sorte de contraction. Et c'est un regard que l'artiste porte sur le champ de l'économie et qui à la fois n'est pas nouveau, parce que quand on regarde Courbet, par exemple, Courbet parlait des gens qui le soutenaient en les appelant ses actionnaires. Ou Marcel Duchamp, qu'on voit dès 1920, nous avons un objet tout à fait historique ici, qui traitait de la société anonyme. Et donc, vous voyez que le langage de l'entreprise intéresse l'artiste depuis un certain nombre d'années.
Et donc, il semblait important de les rendre visibles, cette incursion de l'artiste dans le langage de l'entreprise, que ce soit en reprenant le vocabulaire langagier de l'entreprise ou le vocabulaire visuel, comme la création de marques, la création de logos, de slogans et même des produits dérivés. Ça, il me semblait que c'était tout à fait intéressant et pertinent. Et en même temps, pourquoi l'artiste s'intéresse tant à l'entreprise ? Tout simplement, ça n'est pas pour la copier, pour la calquer, mais c'est simplement pour essayer de l'observer, la scruter, et surtout pour rentrer dans une autre démarche qui est celle de l'interprétation. C'est-à-dire que l'artiste va expérimenter l'entreprise, il va la vivre au quotidien, et ça, c'est quelque chose qui me semblait très intéressant de mettre à jour. Et dans ce champ-là, dans ce territoire, il me semblait qu'il y avait une économie symbolique qui était intéressante à regarder de près et qui pouvait être tout à fait visuelle et qui proposait une spéculation narrative qui était assez passionnante. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'entreprises fictives, et on est dans ce registre-là, et c'est en cela qu'il y a quelque chose de réellement artistique. Après ça, je voudrais revenir sur cette fusion, justement, cette notion d'hybridation entre l'artiste et l'entrepreneur. Et ici, il faut bien comprendre que nous avons affaire à des artistes qui restent artistes en premier lieu, mais qui ont choisi d'endosser le rôle de l'entrepreneur, de prendre des habits qui ne lui sont pas tout à fait familiers, pour jouer sur une frontière bien particulière entre le champ de l'art et le champ de l'économie. Et on a affaire à une sorte de greffe et d'hybridation qui s'est fait de manière très naturelle finalement et qui, à mon avis, est intéressante à observer et à regarder. Parce que l'artiste s'intéresse, en regardant l'entreprise et en regardant le champ de l'économie, il s'intéresse à une forme d'organisation du travail qu'il va, lui, à sa façon, transformer en forme artistique. Et c'est en cela que l'entreprise artiste a un vrai positionnement dans le domaine artistique comme dans le domaine de l'économie. Et donc, le fait de prendre le rôle de l'entrepreneur, ça n'est pas forcément un jeu de rôle, mais c'est vraiment pour se positionner, et c'est pour se positionner à la fois dans la sphère de l'art contemporain, dont on voit que le territoire s'étend de plus en plus et s'élargit au quotidien, et en même temps pour intervenir dans un territoire qui n'est pas le sien, qui est le territoire de l'économie. Et c'est en cela qu'il me semblait que c'était important d'y revenir, et je pense que toutes les artistes entreprises qui sont présentes ici sont bien représentatives de ce modèle. Et le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'idée que les œuvres qui sont exposées ici, justement, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on a affaire à des œuvres ou est-ce qu'on peut les qualifier autrement ? Et la question qui se pose, c'est qu'on est en face d'objets qui sont souvent un petit peu difficiles à qualifier et que même les artistes vont appeler plutôt des produits ou des services. Et c'est là aussi où on rentre dans un territoire qui n'est pas seulement celui du territoire habituel de l'art, mais d'autres champs d'exploration qui sont, à mon avis, très pertinents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette frontière qui est sans arrêt franchie par l'artiste, lui permet de se situer à la fois dans une réflexion sur l'économie de l'art, sur l'économie de l'artiste, sur le marché de l'art, et en même temps, il va se situer hors de cette sphère-là, et il va amener à s'interroger continuellement sur ce qui fait qu'on est en face d'une œuvre d'art ou pas. Est-ce qu'on est en face d'un artiste qui est prestataire, ou est-ce que c'est un artiste qui produit des objets ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces objets
parfois se présentent comme des objets uniques, donc qui peuvent avoir caractère d'objet d'art tel qu'on l'a traditionnellement identifié, ou parfois vont agir sur un autre registre qui est presque de l'objet de grande consommation, qui est vendu, par exemple, les pilules de Dana Wise, qui sont présentées sur une gondole que gentiment M. Leclerc nous a prêtée. Et je pense que c'était pertinent, évidemment, pour présenter toutes ces pilules. Ces pilules-là, elles sont à la fois présentes dans des lieux réservés à l'art. Vous les retrouvez, par exemple, à la librairie du Palais de Tokyo. Mais elles sont aussi présentes dans des lieux de grande diffusion et d'objets de consommation. Donc ça me semble assez efficient sur ce domaine-là. Et pour terminer, la parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est cette réflexion sur le fait que l'artiste fait voler en éclats la relation traditionnelle au marché de l'art. Il le fait aussi par le désir qu'il a de proposer un autre rôle aux collectionneurs. C'est-à-dire que par ce biais-là, le collectionneur n'est plus seulement quelqu'un qui accumule des objets d'art, qui agrège des objets qui ont une forte valeur artistique, mais aussi peut-être une très forte valeur spéculative sur le marché de l'art. Mais là, au contraire, le collectionneur se trouve contraint d'agir sur un territoire qui est celui de l'expérience. Et donc, c'est plutôt un collectionneur d'expérience qui va agir. Et surtout, le collectionneur va devenir acteur. Ou même, on va pouvoir lui donner d'autres noms. Il peut être producteur, il peut être actionnaire. Ça, on aura l'occasion d'en parler avec Yann. Il va peut-être même être appelé client. Donc ça, c'est un mot qui, dans le domaine de l'art, n'est pas très apprécié. Où il peut être partenaire, où il peut être contributeur, ou même usager. Donc vous voyez que les noms vont varier énormément. Ça signifie que le rôle du collectionneur va être forcé à un engagement qui est complètement différent par rapport au rôle qui lui est assigné en temps normal. Donc je pense que c'est en cela que ces entreprises artistes vont faire bouger les lignes, et c'est en cela que, évidemment, c'est assez pertinent de les mettre en relation avec l'entreprise réelle. Et je pense que c'est sur ce champ-là, l'artiste qui oblige le collectionneur ou l'amateur d'art à prendre d'autres responsabilités, à s'aventurer sur d'autres territoires, finalement, il va rejoindre l'entrepreneur dans ce domaine. Donc c'est pour moi peut-être, j'aimerais bien que M. Leclerc me donne son avis là-dessus, parce que je pense que c'est effectivement une porte qui est ouverte par l'artiste, et une porte qui habituellement n'est pas vraiment franchie de manière classique. Merci beaucoup Isabelle. Vous me permettez une transition habile, subtile, vers Michel-Édouard Leclerc, situé à ma gauche. Alors, je vais donner votre titre officiel, parce que je sais que c'est toujours un peu compliqué d'ailleurs de vous présenter par rapport à ça. Le titre officiel, c'est président de l'association des centres distributeurs Leclerc. Ben oui, je suis président, président d'un club de foot, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'entreprise Leclerc. Je vais vous présenter d'abord. Alors vous êtes titulaire quand même, il faut voir votre parcours et comprendre comment, dans votre parcours, l'art et la culture ont pris une place assez intéressante. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de philosophie, après des études littéraires, et d'un doctorat en sciences économiques. Alors, tenez-vous bien, sur le financement du déficit extérieur de la France après la crise pétrolière de 1973 sous la direction de Raymond Barre. C'est de l'art contemporain. Voilà, c'est ça. Aidez-nous. Vous avez hésité assez longtemps, je crois, entre une carrière de journaliste ou de professeur. Et finalement, comme quoi, vous rejoignez le mouvement en 1979. Vous êtes alors l'homme de tous les combats. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais quand même, carburant. Donc il y a des histoires d'énergie qui vont plaire à Yann. Carburant, livres, parfums, parapharmacie, rien ne vous échappe. À partir de 1988, vous coprésidez l'association des centres Leclerc aux côtés de votre père, et vous allez ensemble diversifier et militer pour une nouvelle législation en matière de distribution. Alors contre la loi Royer ou la loi Galland, jusqu'à une victoire, l'adoption de la loi de modernisation de l'économie, LME, qui est en fait l'anagramme parfait de vos initiales, MEL. LME-MEL. Voilà. Je vois que... Depuis 2006, vous êtes président de l'association des centres distributeurs Leclerc, et vous développez alors des partenariats
et un soutien à diverses manifestations culturelles, Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, je sais que vous êtes un passionné de bande dessinée, et un collectionneur aussi de bande dessinée, Festival étonnant voyageur, Folle journée de Nantes, Vieille charrue, mais aussi, avec les espaces culturels Leclerc, la création du prix Landerneau en 2008. Et enfin, en 2012, avec l'aide de nombreux mécènes, vous créez le Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture. Alors finalement, Michel-Édouard Leclerc, ne seriez-vous pas un artiste entrepreneur ? Alors, merci de m'avoir invité ce soir. Je dois dire que j'arrive sans vraiment vous connaître. Ma secrétaire m'a sorti des trucs sur Google, sur toutes vos biographies, vos réussites et tout. Mais je trouvais ça sympa de venir parce que j'ai ici dans la salle 2 collaborateurs. L'un avec qui j'ai créé la société pétrolière des Centres Leclerc, deuxième pétrolier français, avec qui on a mené les batailles sur le prix des carburants et tout ça. C'est pour les plus anciens, parce que les plus jeunes aujourd'hui n'imaginent pas les guerroiements qu'on a dû faire. Et donc, tu en as perdu quelques cheveux, moi j'ai aussi, Thierry Forien, et c'est extraordinaire d'être super bien entouré par des belles personnes. Ce garçon sans canaille dans le monde de l'art, et c'est lui qui m'a dit ce soir, mais viens, il m'a pas dit j'habite chez les Kella, mais il m'a dit viens, voilà, comme ça. Et puis il y a un autre collaborateur qui est planqué quelque part, qui s'appelle Nicolas Papeguet, qui nous vient de chez Orange et qui travaille sur les technologies nouvelles, ou alors il s'est déjà barré. Voilà. Ah non, il est là. Ouais. Et donc aussi, avec sa femme, on investit dans le monde de l'art. Moi, le monde de l'art, je l'ai vécu comme une cohabitation, un côtoiement par culture familiale, par culture générale. J'ai aucune prétention, enfin je crois que j'ai une bonne culture générale, mais comme beaucoup de gens, je suis assez classique. Et après, en fait, j'ai réagi à des offres artistiques, à des cohabitations, à des rencontres, mais fondamentalement, je suis assez un classique petit français amoureux de l'art moderne et découvrant l'art contemporain. Bon, simplement, à travers le métier qui est le mien, j'ai fait des belles rencontres. D'abord parce que voulant devenir un diffuseur de produits culturels, par le livre, le disque, etc., j'ai approché l'artiste et le statut d'artiste de manière très concrète, les revenus, la fiscalité, le débouché de l'artiste, la relation avec le public. Et puis donc aujourd'hui on est le 2e libraire de France, on est le 3e disquaire. Nos adhérents, on est 600 coopérateurs dans le mouvement Leclerc, sont beaucoup mécènes, sponsors d'un certain nombre, y compris de commanditaires auprès d'un certain nombre d'artistes. Par exemple, c'est le Centre Leclerc de Tarbes. C'est une femme littéraire qui a monté le Centre Leclerc, les Centres Leclerc de Tarbes et de Pau, mais qui ont créé aussi ce qui est devenu une scène nationale, le centre, le Méridien Ibos à Tarbes. Et par exemple, c'est eux qui ont commandité, qui ont été un des premiers commanditaires de Fabrice Hibert, avec le fameux, le plus grand savon du monde, hein, le savon du monde, ouais, et c'est rigolo parce que, bon, je vais revenir à Fabrice Hibert après, on a comme ça eu des occasions de chercher un rapport qui n'était pas que de simple paiement à un sponsoring, à un partenariat télévisé, à un festival, etc., mais une rencontre et en plus une relation qui est devenue personnelle après, entre ces mécènes et ces artistes. Et puis jusqu'à créer donc, cette fondation à Landerneau. Quand on s'appelle Leclerc, on continue, enfin, et qu'on a une affirmation, une responsabilité, je dirais presque de service public. Donc quand bien même on est opérateur privé et quand bien même nos mécènes sont privés, de compagnons de route du mouvement Leclerc, etc., on se doit d'aller... D'abord, bon, c'est pas à ce titre, on n'est pas collectionneur, c'est pas une fondation patrimoniale, c'est même pas une fondation d'entreprise, c'est vraiment un fonds de dotation qui a pour but de faire de la médiation. Et donc, on a la notoriété, on a le nom, il y a une responsabilité aussi, je veux dire, populaire. Et donc, Landerneau, c'est parce qu'il n'y a pas de grande scène dans l'Ouest pour pouvoir faire des grandes rétrospectives, des grandes monographies.
Donc on a ouvert sur Fromanger. C'était rigolo parce qu'on s'est disputé dans l'après 68. Moi j'étais l'épicier, lui il était le rebelle. Et finalement c'est chez nous qu'il est venu. Hein. Et il rêvait de Beaubourg, mais il va avoir Beaubourg grâce à Landerneau, parce qu'il va venir il va réavoir une rétrospective dans 2 ans à Beaubourg. Et donc on a ouvert avec Fromanger, on a eu Yann Kersalé où on s'était rencontrés, et puis avec la Fondation MACT, sur une idée d'Isabelle MACT, j'étais allé chercher des Giacometti et qu'il avait déjà dispersé. Il m'a dit non, tu vas faire Miro. Et donc on a fait une exposition qui a fait venir à Landerneau 128 000 personnes. Landerneau c'est 12 000 habitants et il n'y a pas Cannes et Nice derrière. Hein. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que ce sont les académies qui sont venus, les élèves, le public, les touristes aussi, mais bon, on ne va pas refaire quantitativement, je parle quantitativement, mais c'est pas évident qu'on atteigne de tels scores de visite, hein, qui valent ceux de Saint-Paul-de-Vence pour l'exposition de Bernard Henry, par exemple, et d'Olivier Quéplin. Et là, pour casser les codes, je me suis fait plaisir parce que j'ai invité tous mes copains de Métal Hurlant et à suivre. Donc on a fait une exposition, la BD fait sa révolution autour de ces 2 revues. Et cet été, on aura, avec le Musée des Arts Déco, sur une idée de Jean-Jacques à Yagon, et avec la Fondation du Buffet, une rétrospective super du Buffet, avec la directrice de la Fondation du Buffet comme commissaire. Et puis là, je rentre juste de Landerneau, avec un monsieur formidable, 91 ans, on vient d'atterrir, il est un peu cassé, il faisait pour beau, il y avait du vent, mais c'est Jacques Monory. Et donc avec Pascal Le Torel, qui est votre actionnaire, cher président à vie. Ça, vous me donnez des idées. Hein, le titre me plaît bien. Alors vous voyez que les choses de l'art, en fait, j'ai aucune prétention. En fait, par ce jeu de rencontre, par ce jeu de rôle aussi social et tout, j'y arrive. Mais je regarde. Donc pour arriver à au questionnement, en fait, je vais vous dire franchement, quand j'arrive les mains dans les poches, mais tout simplement parce que ce questionnement, je le trouve terriblement français. C'est-à-dire que, en fait, faisant un pléonasme, il me semble que tout artiste qui produit est un entrepreneur. Tout artiste qui rêve de l'être ou qui s'autodésigne, voilà. Mais qu'est-ce qui différencie celui qui fait de celui qui ne fait pas? C'est celui qui entreprend. Hein. Et donc, dans le monde anglo-saxon, il me semble, de ce que j'en connais, ou que j'ai appris à connaître, les artistes n'opposent pas intellectuellement, et encore moins idéologiquement, le monde de l'entreprise au leur. D'ailleurs, ils sont souvent juridiquement, d'ailleurs les petits Français y arrivent aussi pour des raisons fiscales, ils sont structurés en entrepreneurs dès qu'ils produisent. Hein. Et c'est vrai que, sans parler des ateliers d'artistes à la Jeff Koons ou Bernard Venet, etc., c'est français, c'est très Fromanger, c'est très mai 68, que d'opposer le statut de l'artiste à celui de l'entreprise. Et parce que, en fait, c'est un présupposé idéologique qui fait qu'on les oppose. Hein, la plupart des grands chanteurs, la plupart des grands musiciens, oserais-je dire aujourd'hui, la plupart des grands chefs d'orchestre internationaux sont des entrepreneurs qui se produisent, qui touchent des contrats, qui ont des agents, qui ont des RP, etc. Donc, peut-être sous cet angle-là, nous faut-il sortir du stéréotype qui est très français et qui est très idéologique. Après, je reviens à Fabrice Hibert. Donc Fabrice Hibert, je ne le connaissais pas beaucoup, à part son savon. J'avais été visiter des expositions que je l'ai vu torcher au dernier moment. Et comment ça s'appelait à côté de Saint-Paul-de-Vence, Notre-Dame, ou la galerie Notre-Dame, qui était aussi la galerie Beaubourg, qui était très célèbre. Et puis à un moment donné, ils sont arrêtés. Les Naons, oui. Ils avaient fait une super exposition, Fabrice Hibert. Et là, donc à Saint-Paul-de-Vence, il y était il n'y a pas longtemps. Et dans un entretien avec Olivier Quéplin, donc directeur aujourd'hui de la Fondation MACT, il dit, et j'ai redécouvert ça, qu'au fond, s'il est devenu entrepreneur, c'est parce qu'il rêvait d'être Édouard Leclerc. Je vous jure que alors là, du coup, je reviens sur votre sujet.
En fait, et là où je dis que le sujet, où je pense que le sujet peut faire sens, mais je réfléchis tout haut et je le redécouvre parce que. Et donc j'ai relu cet entretien là tout à l'heure à la Fondation, et il dit qu'effectivement il se voyait, il s'est projeté artiste en action, mais avec toute cette recherche de levier pour faire bouger le tissu social, l'environnement, le tissu relationnel. Et donc il redéfinissait un rôle à l'artiste qui n'était pas le militant idéologique contre l'entreprise, mais qui était l'artiste produisant, créant, et ne se désignant pas au-dessus du lot socialement, mais étant justement en action comme les autres dans la société, etc. Donc à ce titre, je pense que votre sujet, finalement, je l'achète, pas cher, mais je l'achète au sens où si on accepte que trop de stéréotypes, trop de différences sont stéréotypées, il y a quelque chose à faire du côté de l'artiste, dans la reconnaissance du rôle entrepreneurial de l'artiste, qui est aussi d'assumer une responsabilité militante, une responsabilité sociétale, qui fonde là un statut qu'on va lui attribuer pour lequel il ne s'auto-désigne pas. Hein. Alors après, voilà, et en fait ça me plaît, finalement, j'aimerais rencontrer, je vais peut-être en rencontrer ce soir, et du coup ça me plaît parce qu'au fond, ce qui me gêne dans le discours sur des artistes sur leur production, c'est que justement, ils se définissent souvent en creux par rapport à des gens comme moi, qui, si on n'est pas considéré comme de la plèbe, on est au mieux des nouveaux riches et pas reconnu dans la fonction entrepreneuriale. Alors qu'à partir du moment où l'artiste dit ce que tu fais par des voies économiques, financières, publicitaires, etc., je vais essayer de les produire, de le produire et je l'assume et je le revendique moi aussi comme entrepreneur. Je vais produire du sens, je vais produire de la réaction, je vais produire de l'environnement, je vais produire des interrogations. Et bien, en fait, du coup, cet artiste, je vais le regarder non pas simplement à travers le prisme de celui de la critique d'art ou de celui qui va le juger statutairement, mais qui va le juger dans sa production. Et quelle est la meilleure valeur de la production artistique que celle de celui qui doit réagir à cet objet, à cette production. Voilà, donc à ce stade, voilà, je voulais vous dire que je rentre dans la conversation parce que du coup, il y a plein de gens qui ne produisent pas d'effets sur moi et à qui même si ce sont des artistes, je ne leur attribue pas forcément ce statut, mais qui par contre, dans l'intention ou dans la volonté de nous faire réagir ou d'avoir cette réaction, du coup, même si je ne leur attribue pas, je dois leur reconnaître ce statut. Hein. Non, c'est pas trop intello, ça va ? Non, ça très clair. Non, c'est très bien. Alors, je vais signaler plusieurs choses déjà, que Fabrice Hibert est venu ici pour une conversation. Alors, je ne me souviens pas de la mention de cet épisode biographique, mais il va falloir absolument le rajouter. C'est dans l'entretien du catalogue de l'exposition qu'il a fait, du livre qu'il a fait à l'occasion de l'exposition à la Fondation, et donc j'ai découvert moi aussi avec une certaine émotion. C'est très bien, donc on va le rajouter. Et puis préciser aussi que la semaine dernière, dans la table ronde sur l'art et l'économie, une des questions centrales était précisément cette opposition un peu factice, et c'est vrai très française, entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise, et je crois que cette exposition tente de dépasser cette dichotomie, et ça a été l'objet de nos débats assez engagés de la semaine dernière. Voilà, mais je crois que peut-être pour vraiment aborder cette question, il faut donner la parole à un artiste. Puisque Yann Thomas, Yann, vous êtes artiste entrepreneur, mais vous êtes surtout président à vie de l'entreprise artiste Ouest Lumière. Presque actionnaire. Oui, exactement, ça y est, parce qu'il faut passer toute une grille très complexe pour devenir actionnaire, et on a des épreuves, c'est très intéressant. Et donc dans cette entreprise Ouest Lumière, Yann, vous développez notamment, alors beaucoup de choses, mais le concept d'énergie artistique. Ouest Lumière, c'est aussi une œuvre participative qui est composée de centaines de personnalités reconnues comme actionnaires de la compagnie. Et dans le civil, vous êtes professeur des universités à Paris 1, parce que vous aurez remarqué que la tenue de président à vie est très étudiée.
ce que l'on ne voit pas quand on écoute la conversation, si on l'écoute plus tard, où vous dirigez l'équipe CNRS Arefus. Alors, vous êtes co-auteur de plusieurs ouvrages, notamment l'ouvrage Les entreprises critiques ou Artistes et entreprises, et l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'entreprise artiste, donc au fond de notre sujet. Et donc Yann, je donne la parole à l'artiste plutôt qu'au professeur. Véritablement, qu'est-ce qui pousse un artiste à se tourner vers le monde de l'entreprise ? Alors, dans mon cas, c'est un peu particulier, mais je crois que chaque artiste entrepreneur a sa propre trajectoire. Dans mon cas, c'est parce que j'ai été formé comme entrepreneur. J'ai mes études, je les ai passées, j'ai réalisé 10 années d'études chez les Jésuites. J'ai été formé autour futurs entrepreneurs et futurs hommes politiques. Par la suite, j'ai rencontré le protestantisme à travers donc, une éducation qui suivait on voulait me mettre à la flèche dans un établissement militaire, donc j'ai plutôt le célèbre Prytanée. Voilà, et donc bon, j'ai quitté Franklin pour aller donc au monde plutôt à Palissy. Et puis ensuite, j'ai fait des études de commerce international pendant 4 ans. Parallèlement, moi, je suis tombé amoureux, j'ai rencontré une jeune femme qui habitait rue Saint-Charles et tout le temps je voyais passer les jeunes femmes avec des magnifiques corps. Oui, et puis et donc si vous voulez, donc j'ai suivi un jour ce flux et je suis entré dans cette fac et je l'ai trouvé extraordinaire. Ce qui fait que j'y suis resté. Il y avait des lâchers de moutons, on parlait sur ces moutons de manière très sérieuse. Je me suis dit, bon, il y avait Michel Journiac, j'ai été étudiant de Michel Journiac, et il y avait des gens qui, Michel Journiac est un ancien séminariste, défroqué, qui parlait de transsubstantiation, mais c'était plutôt pour faire du boudin avec son sang. Enfin bon, bref, donc on était dans une espèce de relation post-70, très marqué, ancré dans l'art corporel et aussi vraiment lié à la vie. Art et vie, c'était quelque chose de très important dans cette université. Alors il se trouve qu'en effet j'ai plusieurs vies. J'ai suivi l'université jusqu'où on peut y aller, hein, c'est-à-dire donc un master, une maîtrise, un master aujourd'hui, une maîtrise qui s'intitulait donc Exhumation de l'usine, suite à donc la visite de j'ai squatté officiellement grâce à la fondation EDF une ancienne usine qui s'appelait Ouest Lumière. Alors je vais revenir très rapidement, je rentre dans le flux, mais je dirais que c'est l'entrepreneuriat qui m'a formé et qui m'a finalement amené à réfléchir moi-même à ma condition d'individu. Parallèlement, je suis tombé dans l'art, puisque mes parents étaient danseurs étoiles à l'Opéra de Paris, et donc j'ai vécu l'art en dansant dans le ventre de ma mère sur la scène de l'opéra, avant même d'être né. Donc c'était assez... je pense que le mouvement était déjà présent dans mon corps à ce niveau-là. Donc quelque part, il y a une collusion entre deux vécus et deux trajectoires. Maintenant, c'est mon parrain, qui était décorateur de théâtre, qui m'a entraîné vers la plasticité et aussi certainement le fait de voir mes parents vers la quarantaine régresser physiquement. Et ma mère même, qui aujourd'hui est toujours en activité, mais à travers l'école de danse de l'opéra, à travers des chorégraphies, mais je dirais son corps s'arrêtait de fonctionner de manière libre, comme le danseur peut l'être, dans ce suspens qui est vraiment extraordinaire. Et donc je crois que d'avoir vu ça et d'avoir aussi subi ça, parce que ça a été très très dur, bah, je dirais que ça m'a vraiment enclenché vers la plasticité, sachant que j'ai envie de construire quelque chose qui me permette, bon alors un état mental j'espère équilibré jusqu'à la fin de ma vie, mais en tout cas de développer un projet à très très long terme. Et alors donc évidemment la cryogénisation est à l'ordre du jour dans certains services de Ouest Lumière, mais j'en parlerai peut-être. C'est où Ouest Lumière ? Alors Ouest Lumière est là où les actionnaires de Ouest Lumière se trouvent. C'est ça l'intérêt. Alors je vais d'abord un petit historique rapide. Donc vous le disiez tout à l'heure, cher ami, et bien donc on est en effet en face d'un phénomène, depuis plusieurs années, nous étudions ce phénomène. Donc j'ai fait une maîtrise, ensuite une thèse, et puis ensuite une habilitation. Ça m'a amené à devenir quelque part chef d'équipe, donc directeur de recherche CNRS à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Parallèlement, j'ai mis en place aussi une stratégie politique parce que, évidemment, c'est la cooptation de l'université. Donc, il faut absolument créer aussi des équilibres politiques qui font qu'on arrive à accéder à un pouvoir qui vous permet de développer aussi ensuite une structure. Et donc, aujourd'hui, ma position, elle est, je la raconte de manière très simple. D'ailleurs, c'est ça aussi le monde de l'entreprise. Quelque part, il y a la nécessité d'arriver dans une excellence pour pouvoir mettre en œuvre une dynamique excellente sur, je dirais, des thématiques qui touchent radicalement la vie aujourd'hui et qui sont, depuis très longtemps en France, présentes, des conjonctions qui existent alors aux États-Unis à travers... alors là, je vous montre très rapidement, donc ça c'est l'activité d'arrêt flux. Voilà, donc les entreprises artistes c'est un phénomène qui existe depuis les années 60. Jan Baxter-End, donc vous avez l'affiche ici. Jan Baxter-End en est le précurseur. Jan Baxter-End est un artiste qui, dès 1964, est devenu vice-président de la société Labatt, donc réellement, c'est-à-dire donc il a infléchi certaines positions de l'entreprise et il a sublimé d'autres positions. Il a été consultant et ensuite vice-président, donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment impliqué dans l'entreprise. Et parallèlement, j'aime beaucoup aussi, alors c'est je dirais le parrain de cette mouvance qui est la mouvance des entreprises artistes, mais je dirais qu'avant, évidemment, il y avait du chant. Et il y avait non seulement la référence de la société anonyme, mais il y a aussi de Fifth Loan and Trust Company, qui est l'entreprise que Duchamp a créée lorsqu'il est allé chez son dentiste et qu'il ne pouvait pas payer son dentiste. Il a donc réalisé, alors là donc c'est pixelisé malheureusement, mais il a réalisé un chèque en bois et il a simplement créé un label et ce label est devenu son règlement. Et je trouve ça formidable parce que finalement, il a résolu un problème majeur chez les artistes entrepreneurs, c'est que eh bien, son œuvre est devenue en tant que telle valeur intrinsèque par la création en tant que telle et aussi par l'acte performatif de l'artiste, mais dans la vie. Et donc c'est ça aussi l'intérêt. Il y a donc une possibilité chez les artistes entrepreneurs de mettre en convergence la forme entrepreneuriale et l'artiste. Alors il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a évidemment une logique fictionnelle. Donc là, on trouve très bien, à travers Jesus and the Sister Production, Dana Wise qui est là, on trouve très bien une logique fictionnelle. On trouve aussi une logique ancrée dans la réalité, donc dans That Painting Production, ici présent, Bernard Brunon. Mais de toute façon, ça touche toujours l'espace du réel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on est loin de l'idée que l'artiste, isolé de manière ou d'une autre, subit les perturbations du monde, mais au contraire, il devient décisionnaire à l'image de ce que vous disiez tout à l'heure sur cette position. Alors, bon, j'ai un temps très compté, donc je ne vais pas lire ces 5 pages théoriques sur l'artiste entrepreneur. Vous avez des ouvrages qui sont très précis sur ces questions, et donc... dans les entreprises critiques, juste un mot, je vous recommande cet ouvrage dans lequel les formules de Baxter sont reprises, et notamment l'idée de réinventer l'entreprise et faire de sa vie une entreprise. Enfin, toutes ces idées sont très, très, très présentes. Absolument, et puis ça touche finalement énormément de théories économiques aussi. Hein. Schumpeter, oui. La question de la transcendance dans l'économie et donc dans l'entreprise également. Il y a des points de convergence philosophiques. Très très présent. J'étais hier avec Richard Schusterman, on intervenait ensemble à l'ENS, et c'était formidable parce que Richard est actionnaire de me souviens depuis longtemps, et donc il m'a transmis beaucoup de choses sur la soma esthétique, la relation entre corps et esprit. Comment est-ce que, à travers nos corps, et voire même la sublimation des corps, nous arrivons à faire passer des idées et entraîner finalement une dynamique dans la société, alors que si nous restons isolés et non connectés au monde, nous perdons une énergie qui est en nous. Alors là, je vais vous montrer rapidement des entreprises artistes. Alors il y a Itoy Corporation, ici le Local Access Local qui est incarné par Philippe Mérès, ici présent à travers Grand Image. R, Agence internationale de remplacement, qui vous remplace si vous n'êtes
pas présent à l'endroit où vous devriez être, mais donc va vous remplacer. Bref, donc il y a une multitude de possibilités, et cette exposition a le mérite, à travers aussi d'ailleurs ce lieu qui est quand même assez rare. Nous, en tant qu'équipe de recherche, on est très rare, on est la seule au monde. Mais alors là, justement, rencontrer des partenaires qui puissent allier art et marque et comprendre cette logique à travers évidemment le talent qui est emmené par aussi Isabelle, que je trouve justement très important dans ce genre de schéma, parce qu'il faut créer des passerelles très pédagogiques, mais en même temps aussi réelles, je dirais, de partage, de zones de partage possibles. Il faut que des zones de partage sensibles existent. Alors donc c'est Rancière qui en parle beaucoup, cette question du sensible, mais il y a donc une nécessité à créer ces zones d'énergie. Alors, l'énergie artistique, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je m'inspire autant des théories de Mesmer, le magnétisme animal, que des théories de Tesla, l'énergie mutuelle. C'est une tradition qui existe depuis toujours dans l'idée que, évidemment, le corps est transmetteur de certaines forces et déploie une énergie qui peut avoir une incidence sur le monde. Ouest Lumière donc, a été créée en 1903. Elle a été nationalisée en 1946. En 1903, il y avait Nord Lumière, Est Lumière, Sud Lumière et Ouest Lumière. J'ai découvert donc cette entreprise en 1991. Elle était en voie de destruction. C'était une ancienne sous-station. Voici mon atelier pendant 3 ans, qui était l'ancienne sous-station d'EDF de Puteaux. La fondation EDF m'a financé une bourse et j'ai pu y rester pendant 3 ans. J'ai découvert les actions aux porteurs de Ouest Lumière dans une salle qui était murée depuis les années 20. Et ces actions porteurs ont été le démarrage de ma démarche. Lorsque j'ai dû sortir de Ouest Lumière, de cette ancienne Ouest Lumière, j'ai déposé le nom et la marque Alien Pays, et j'ai racheté aussi Nord Lumière, Est Lumière et Sud Lumière en bon genre de Monopoly. Et donc j'ai commencé à mettre en place un dispositif qui me permettrait je suis fils unique, donc j'ai toujours eu beaucoup d'amis, donc qui me permettrait de mettre en œuvre, si vous voulez, une sorte de relation avec des amis, mais finalement un grand jeu qui n'aurait pas de fin et qui serait tellement ubuesque que les personnes se donneraient à des fonctions ubuesques. Alors le directeur de l'oubli, le directeur du sens, qui par exemple qui dirige les éponymes de France et qui m'a chargé de vous saluer parce qu'il m'a dit mais appelle-le Michel. Voilà, donc bref, il m'a expliqué un peu plein de choses. Donc voilà, donc on est dans une relation. Alors le président a été tout jeune, voilà, donc ça oui, je n'avais pas. Voilà, il a créé à 8 ans, à l'âge de 8 ans, la Ian Thomas Corporation. Donc ça c'est vraiment lié à mes études. C'est-à-dire que j'étais chez jésuite. Et voilà, entouré de futurs entrepreneurs, je crée la Ian Thomas Corporation à l'âge de 8 ans. Voilà, ça c'est une des publicités que j'avais réalisées à l'époque. Ne brûlez plus votre argent, donnez tout à la société Ian Thomas. J'espère que c'est précurseur. En tout cas, on s'y emploie. Évidemment, j'avais aussi des influences. Alors Black & Mortimer, par exemple, très rapidement, le chromoscaphe, la marque jaune, enfin voilà. Robida, c'est cette espèce de relation comme ça à l'imagerie du 19e siècle et de la bande dessinée. Moi, je suis fasciné par ces bandes dessinées qui aujourd'hui sont trouvables sur Gallica. Je vous cite, voilà. Alors le président vieillit au fur et à mesure, il trouve des traces dans l'usine Ouest Lumière. J'ai reconstitué un aérosurpresseur de l'usine, enfin voilà. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'assois ma situation de président à vie et je mets en place donc une structure pyramidale autocratique ancrée dans la réalité d'aujourd'hui, mais qui finalement est partagée avec mes actionnaires, donc qui sont aujourd'hui au nombre de 350, avec un comité exécutif, des fondateurs, je vois déjà quelques actionnaires ici, et puis donc des résultats régulièrement remis au président et remis à jour et communiqués en toute transparence. Donc on est ici dans une relation, je dirais, tout à fait organique, avec un organigramme, ça c'est l'organigramme géant que j'avais réalisé à l'espace Electra, donc qui reprend un instant T Ouest Lumière. Vous avez donc ici aussi l'implantation de Ouest Lumière dans le monde entier avec un petit débordement sur le cas de Chamka, Groenland, mais bon voilà, on est des actionnaires, alors 350 comme je vous dis, chacun ont un titre, chaque titre a je vois Faust, donc chacune des fonctions ont un descriptif. Et chaque actionnaire, là on voit ici le Babo, le directeur des abysses et des bases œuvres, un grand spécialiste, c'est l'actuel conseiller d'Obama pour l'enfouissement du CO2. On voit par exemple la directrice des relations extraterrestres, Véronique Singer,
directrice de la Fondation Giacometti, Tesla, la famille Tesla, donc Est Lumière Antipôle, Charles-Henri Dubail qui est leader en environnement magazine, et qui m'a aidé à réaliser du Tesla. Il n'est peut-être pas loin parce que ses bureaux sont pas loin. Ici, des campagnes réalisées en Inde sur Ouest Lumière, sur la cryogénisation, l'invisibilité, le clonage. Voilà, c'est l'idée d'ancrer en tout cas et de faire vivre une expérience à des personnes qui sont donc prises dans une proximité de relation et en même temps sur une continuité. Donc il y a la notion de transmission. Voici un conseil, ça c'est le comité exécutif. Donc là vous voyez les actionnaires réunis en comité exécutif. Je les réunis à peu près. Ça ressemble à chez nous, ça. Voilà, toutes les 2 semaines. Voilà, c'est l'idée en tout cas qu'Édouard Glissant, qui était grand magnat des imprévus à Ouest Lumière, véhiculait, c'est ce facteur de sublimation du réel, ce facteur N+1 de sublimation du réel, qui est fondamental dans la réalisation de ce travail. Alors, il y a l'idée du don aussi, qui est très importante. Alors, lorsque on m'a proposé de réaliser, d'ailleurs grâce à l'entremise d'un actionnaire qui était conseiller du président du Grand Palais, quand on m'a invité à réaliser donc, une œuvre au Grand Palais, j'ai proposé donc au président qui me laissait totale carte blanche, excepté la thématique qui était le voyage du patrimoine. Eh bien, j'ai proposé de réaliser une œuvre qui s'appelait Dynamo Fukushima. Et donc, nous avons fait pédaler pendant 2 jours 24 000 personnes en convergence. Voilà, donc vous voyez des cercles de vélos pour créer des EA, des unités d'énergie artistique. Et ces EA ont été comptabilisés, étaient envoyés symboliquement au Japon toutes les demi-heures. On avait plein d'associations japonaises qui étaient là, Japonaid, Ringono, et tous les produits dérivés qui étaient vendus permettaient d'accumuler de l'argent. Cet argent a permis à Ringono d'acheter des pommes et des fruits dans l'ouest du Japon, faire fonctionner l'économie japonaise, à un moment où elle était dans un état critique. Et ensuite, ces pommes et ces fruits ont été symboliquement évidemment, remis aux enfants de Fukushima, parce que les pommes et les fruits peuvent faire régresser le césium 137 dans le corps des enfants. Plus des adultes, les personnes âgées, ça va ça va plus lentement l'action du césium 137. Mais donc, en tout cas, c'était l'idée de créer une chaîne une chaîne de mobilisation. Et donc, c'était aussi l'idée de créer un sentiment d'empathie réel, partagé par la plupart des personnes qui étaient présentes. Et là, on voit évidemment Ritsuko Koga, par exemple, qui est la vice-présidente de Ouest Lumière, en action. Alors, sinon, une autre facette pour terminer un peu ce panorama, je suis artiste observateur à l'ONU depuis 2007. Alors, pourquoi artiste observateur à l'ONU depuis 2007 ? Parce que je m'intéresse au style somatique de l'ONU. Pourquoi l'ONU a-t-elle une si grande influence pour les pays du Sud et pourquoi est-elle une chambre d'enregistrement pour les pays du Nord ? Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de voir, en suivant jusqu'à Ban Ki-moon, donc que je connais maintenant, voir comment on pouvait infléchir cette dichotomie entre le Nord et le Sud et mettre en œuvre à travers l'ONU et à travers des œuvres qui soient mobilisatrices, parce que finalement Dynamo Fukushima n'aurait pas existé sans l'ONU, eh bien une captation de l'énergie artistique, de l'énergie, je dirais, somatique qui circule à l'ONU et comment elle influe sur les résolutions de l'ONU. Donc, vous avez l'idée du passage énergie. Ban Ki-moon serre la main à un haut dirigeant iranien, qui va ensuite serrer la main à l'ambassadeur de France, qui va serrer la main à une autre personne qui est dans une association, à une ONG, qui serrera la main peut-être un moment au président Avis d'Ouest Lumière. Donc, c'est l'idée de transmission. Alors, pour terminer ce panorama, ici, j'ai présenté 3 types de produits Ouest Lumière. Donc, ce sont des produits dérivés. Il s'agissait aussi de répondre à la question de business model, à l'image de tout ce que nous avons présenté chaque exposant. Je dirais c'est l'idée de montrer la capacité d'Ouest Lumière dans 3 modèles. Alors, il y a un modèle unipersonnel qui est celui des sculptures de Wikileaks, que je n'expliquerai pas. J'expliquerai celui-ci qui est celui de la rencontre avec un entrepreneur et un créateur, Francis Kurkdjian. Francis Kurkdjian avait un problème majeur. Il n'était pas reconnu dans son milieu, ni par le milieu juridique, comme un artiste. Uniquement comme un entrepreneur, mais on ne voulait pas lui dire qu'en tant que parfumeur, il pouvait être aussi considéré comme un artiste. Et ça, c'est quelque chose qui lui pesait énormément. Et donc, moi, de mon côté, ce qui m'intéressait, c'est de me confronter à la question de l'industrialisation.
Et donc nous avons décidé ensemble de réaliser l'or bleu. Donc c'est une eau parfumée en Ouest Lumière qui s'inspire de l'eau de la reine de Hongrie. La reine de Hongrie a séduit le roi de Pologne grâce à cette eau qu'elle a commandée à sa cour. Et cette eau a permis de faire passer des flux auprès du roi de Pologne. Elle est devenue reine de Pologne et donc a assuré la stabilité de la Hongrie à cette époque. Nous sommes en 1273. Et au même moment, donc, eh bien, le parfum est né, le parfum moderne est né, et c'est l'origine du parfum. Il y a évidemment Belle Haleine de Duchamp. Vous voyez ici donc tout un parcours de l'or bleu qui nous amène à un flacon, à une expérience, et c'est l'idée comme cela de pouvoir à la fin avoir une incidence sur la construction de puits au Darfour et au Niger. Et donc c'est aussi la relation que nous essayons d'établir avec Francis Turgeon. Voilà, donc je termine par le Radion, le Tesla, toutes sortes de produits que Ouest Lumière entend promouvoir et qui permettent en tout cas de mettre en place la relation entre les différents actionnaires. Oui, merci Yann. Je vous précise d'ailleurs que vous pouvez boire de l'or bleu. Il y a un distributeur, hein, donc tentez l'expérience. Voilà. Alors voilà, vous pouvez à volonté vous servir d'or bleu pour la goûter. Elle est validée par l'entreprise Takezako, qui est donc un laboratoire Exactement. de parfum. Yann, en vous écoutant, quelque chose me frappe, et peut-être cela frappera aussi Michel-Édouard Leclerc. On parlait tout à l'heure de Fabrice Hibert qui rêvait d'être Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que Yann Thomas ne rêvait pas d'être Michel-Édouard Leclerc quand on voit ses réalisations et cette entreprise Ouest Lumière et ses ramifications multiples? Bah, en tout cas, il est gentiment charbé, hein. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et non mais mine de, enfin voilà, d'abord je suis très fier que la Bretagne ait aussi produit ça. Et la Corse, hein, breton et corse. Oui, mais justement, là il y avait un petit truc en plus, je reconnais que... C'est ça. Et, non mais par contre je suis toujours je connais pas ton œuvre, je connais pas mais dans l'avion quelqu'un qui est donc ton actionnaire, Pascal Autorel, m'a dit que tu étais un type génial, en plus drôle et que ça va ensemble d'ailleurs, parce que le fait de suivre ton délire est très créatif en fait, parce qu'on voit derrière, moi j'ai plein d'idées, hein, je sens qu'on va vendre plein de trucs là. Et oui, mais il faut pas que j'insiste trop, il va demander des droits, les droits dérivés, il insiste beaucoup. Hein, non, mais bon, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je rêve d'être un artiste. Et j'imagine l'inverse, mais parce que cette dichotomie, cette segmentation, elle est forcée, elle n'est pas vécue. L'entrepreneur est porté, exalté par autre chose. Enfin, il y a plein de sortes d'entrepreneurs, il y a plein de sortes d'artistes, il y a plein de... mais c'est pas vrai que le moteur de l'entrepreneur ne soit que le profit, qu'il ait des comptes à rendre le jour où il a des dettes, et puis dès que vous embauchez, vous avez une dette sociale, donc vous devez vous couvrir, etc., garantir les gens dont vous avez la responsabilité. Mais Marcel Dassault, moi quand je l'ai rencontré, j'étais très jeune, il ne me parlait que de son plaisir de dessiner des avions. Hein, quelle était sa... je pense que l'entrepreneur est un très mauvais défenseur aujourd'hui. Enfin, l'entreprise d'ailleurs ne parle pas de l'entreprise, c'est incroyable. Je pense qu'il y a vraiment... Il y a un marché pour les conseiller d'ailleurs. L'entrepreneur aujourd'hui ne parle qu'à ses actionnaires, parle de ses problèmes d'entreprise, mais ne dit plus le sens de son entreprise ni de son projet. En tout cas, très peu. Et donc je pense qu'un entrepreneur est au moins un artisan et souvent il est un artiste. Il veut, au sens marxiste du terme, il veut transformer le monde, en tout cas son environnement propre. Et je ne peux pas dire que mes parents ont créé les centres Leclerc dans l'idée de gagner de l'argent, hein. Pas du tout. C'était des chrétiens déchirés, chrétiens coupables, il faut faire quelque chose, etc. Et donc, que ce soit la culpabilité ou l'enjeu social positivé, la motivation d'une entreprise comme Leclerc, ou André Hessel quand il crée la FNAC avec Max Thérèse, c'est les Trotsko qui, à force de s'entendre dire « t'as fait quoi ?», qui crée la FNAC, la Fédération nationale d'achat des cadres, pas la Fédération nationale d'achat du peuple, hein, la Fédération nationale des cadres.
Et des gens même comme les Trigano, quand vous regardez, on parlait des autres, le grand-père importait, enfin ça dépend où on remonte, mais le grand-père importait des toiles des pays de l'Est pour faire du denim après, les tentes et tout ça. Et puis c'est Gilbert qui a créé le Club Med, Serge qui l'a développé. Bon, après c'est passé chez dans une chaîne hôtelière, mais le moteur de la création, de celui qui crée le Club Med, de Tintin, là, Jacques Maillot, quand il crée Nouvelles Frontières, c'est un rêve d'étudiant, c'est un rêve esthétique, il se voit transporté, il est quelque part entre Paul Morand, pas Paul Morand parce qu'il ne bougeait pas, mais plus près d'Hergé mais il se transporte et après il imagine d'autres autour de lui qui se transportent. Donc je pense que le délire de l'artiste, au sens créativité de l'artiste, est aussi une part de ce qui porte l'entrepreneur. Après, il y en a qui sont plus ou moins. Moi, je me reconnais assez dans ton côté un peu de Charbet. Moi, j'aime ça. Par contre, il y a des mecs autour de moi pour me dire, bon, on part pas trop loin, on en rit. Alors, je vais revenir à Glissant, parce que Glissant parle de démesure de la démesure. Et la démesure, c'est le contraire de la mesure de la démesure, ou la démesure de la mesure, et ça n'est surtout pas la mesure de la mesure. C'est-à-dire donc que c'est quelque chose qui vous entraîne dans un dépassement de vous-même. Et je crois que, moi, c'est un peu l'analyse que j'en ai, parce que je ne suis pas un entrepreneur qui génère un chiffre d'affaires, je dirais, de millions d'euros ou de dollars, mais je génère un chiffre d'affaires de millions d'unités d'énergie artistique. Et je pense que je travaille à mon propre dysfonctionnement financier. Ah oui, ça du travail. J'y travaille beaucoup. Oui, parce qu'en fait, le dysfonctionnement financier est peut-être, pourtant avec l'objet de fonctionner, évidemment, et d'être en relation avec des choses qui vont s'inscrire et réellement fonctionner dans l'espace du réel. Je pense que ce dysfonctionnement, c'est quelque chose dont la société aussi a besoin. Mais c'est un dysfonctionnement qui est dans la démesure, donc qui n'est pas quelque chose qui va entraîner la société vers la disparition. Au contraire, c'est une forme un moyen de la subsumer. Je pense qu'un type comme Steve Jobs fonctionnait comme ça aussi. Et d'ailleurs, il y avait un lien entre le système de production qu'il préconisait plus qu'il ne le dirigeait, et en même temps un sens esthétique, y compris dans l'utilisation et dans le rapport à l'objet. Dans ce que j'écoutais tout à l'heure, je me disais qu'il y a des gens comme Yann qui ont imaginé un jour, contre toute attente, et c'est pas si vieux que ça, que les gens n'auraient plus envie d'acheter un objet, mais voudraient acheter le temps d'énergie avec cet objet. Je fais exprès de paraphraser le temps d'utilisation de cet objet. Je pense très sincèrement que la voiture utilitaire, plus personne ne va l'acheter. On va acheter du temps d'usage, où on va, comme pour la téléphonie, où au début on est addict et puis il y a une sorte d'emblème social selon qu'on a acheté un Apple, un Samsung, etc., ou tel machin, puis on l'a customisé, etc. Mais très vite, c'est rien ce prix-là par rapport au débours en temps d'usage. Et qu'est-ce qu'on achète sur Facebook avec ça? On achète aussi une possibilité de se construire un système relationnel complètement virtuel sur Facebook, et donc on est complètement dans Ouest Lumière. En fait, je ne sais pas qui a copié l'autre. Si comment il s'appelle, le créateur de Facebook là. Nous, on a été créé en 1903, alors. Ah oui. Et je pense que quand même, vous voyez, l'art. Qu'est-ce qui fait que cette conversation, on l'a sur l'artiste et pas sur le philosophe, Et parce que quel est le statut du philosophe, quel est le statut de l'artiste? Je pense que simplement le philosophe aujourd'hui, il a démissionné dans son rôle social. C'est pour ça peut-être que nos politiques sont paumés. En tout cas, ils ne sont pas conduits. Et dans ce que j'entends, il y a une volonté d'influencer le réel, même à travers le virtuel. Enfin, en tout cas, il y a son rêve. Parce que quand même, il rêve, c'est vrai, tu prends la question à un autre breton. Quand même, toute sa création, c'est la production sans la contrainte, en tout cas celle-là, celle que je vis de comptabilité et de gestion,
mais que je ne vis pas que, c'est la production où il veut aller très vite d'un système entrepreneurial partagé, conquérant, innovant, etc. Et c'est vrai qu'il produit de l'effet. Alors, justement, c'est un exemple. Et je crois que la relation aux entreprises artistes, plus largement, quand on voit au cas par cas, c'est ça quand je vois le travail de Dana Wise, le travail de Bernard Brunon, le travail de Philippe Mérès, le travail de Sol TD, enfin, il y a cette idée, en tout cas à chaque fois, qu'on apporte non pas à la société une vérité, mais au contraire, on arrive à créer des espaces de partage qui amènent la société à rester dans, je dirais, des codes qui sont les siens, mais en même temps qui la font se déplacer très lentement et de manière inframince, à la manière de Duchamp justement. C'est-à-dire que la notion d'inframince, très présente chez Duchamp, je pense qu'elle est reprise par les entreprises artistes. Et ce qui m'intéresse aussi dans les entreprises artistes, et c'est, moi je me sentais tout seul à un certain moment, on en a parlé avec Dana, se sentait aussi isolé d'une certaine manière, c'est quand on découvre qu'on fait partie d'une mouvance et que cette mouvance est présente à des centaines d'exemples dans le monde entier, que les deux leaders de cette mouvance sont l'Amérique du Nord avec un pragmatisme certain et un ancrage dans la société, dans sa structuration, qui fait qu'évidemment l'entrepreneuriat est inscrit dans ses gènes, mais aussi quand on voit que l'autre leader, c'est la France, après un mouvement comme Support Surface qui est censé être, selon les historiens de l'art, le dernier mouvement important en France. Moi je dirais que c'est très encourageant pour les Français de savoir qu'ils sont moteurs sur eh bien une mouvance qui aujourd'hui convoque également l'utopie. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est ce mélange entre utopie et pragmatisme. Utopie et pragmatisme, on est vraiment dans la société du XXIe siècle. On est dans l'art du XXIe siècle. On est dans quelque chose qui prend corps aussi avec ce qui va être notre dernière chance. Environnementale, esthétique, culturelle, sexuelle, enfin tout ce que je voulais. C'est la dernière chance de l'humanité d'arriver à réconcilier en tout cas toutes ces forces pour pouvoir éviter l'irréparable. Donc c'est aussi, à mon avis, là, le fait de mettre l'art au cœur de la société à travers des formes opératoires. Voilà, je crois que c'est ça aussi que je vois, tu vois, à travers le... On se tutoie maintenant. On est pays d'abord. Voilà, eh bien, écoutez, je crois que nous arrivons au terme de notre conversation. Elle a été beaucoup placée sous la houlette de Duchamp qui ouvre l'exposition. Donc je vous recommande véritablement, je ne sais pas si en entrant vous avez regardé, mais il était présent, il était parmi nous, comme d'ailleurs Jeremy Rifkin, auteur d'un ouvrage remarquable qui s'appelle The Age of Access, l'âge de l'accès, qui explique notamment que la dématérialisation du capitalisme touchera aussi bien le monde économique que le monde artistique. Et je crois que ça, c'est un des axes les plus importants. Alors maintenant, le temps est venu peut-être de poser quelques questions, si vous en avez. Voilà, nous aurons un tout petit peu d'espace pour des questions. Question peut-être à Michel Edouard-Leclerc. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous venez de dire. Je voulais vous demander si vous pensez que, au fond, le seul mode d'action qui puisse être voué à une certaine efficacité, c'est celui de l'entrepreneur, justement, dans un monde. Non, je pense qu'un prof n'est pas entrepreneur et il agit, et il produit de l'influence. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, l'autre segmentation, c'est celle du marché aussi. Parce que c'est incroyable dans le discours que vous avez eu tout à l'heure. Vous parlez beaucoup de collectionneurs, d'acheteurs, etc. C'est quand même quelque chose de nouveau dans le collectionneur se dévoile. Mais aujourd'hui, les codes du marché, toute la sémantique du marché s'est approprié le marché de l'art. Et c'est marrant, c'est un marchand qui le dit, mais en même temps, ça me dérange. Parce que justement, je pense que le service public a un rôle, l'instituteur doit être réhabilité, et tous les acteurs, y compris hors marché, donc sans s'opposer au marché, mais les acteurs hors marché doivent être vus et reconnus. Non, je pense qu'on est
un pays où la fonction entrepreneuriale n'est pas assez reconnue. Mais en même temps, je ne suis pas pour la République des entreprises non plus, quoi. Tu vois, non, mais l'entreprise, enfin, l'artiste produit du sens, produit de l'efficacité, la comptabilité n'est pas forcément monétaire. Mais je suis d'accord que l'unité, l'énergie, c'est... Comment il s'appelait? C'est Wilhelm Reich qui a créé... Oui, avec les manipulateurs de symboles. Oui, non, ça, il y a toute une théorie économique qui est passionnante sur le sujet. Et qui dit donc que les fameux manipulateurs de symboles vont devenir les personnes les plus présentes aujourd'hui. Voilà. Une autre question? Oui. On va peut-être vous passer un micro, je ne sais pas si c'est possible. Bonsoir, j'avais très envie de parler du golfe du Morbihan, mais c'est pas tout à fait la même Bretagne, mais c'est couleur, mais je vais plutôt revenir sur l'entreprise artiste et enjeux de société de développement durable. Alors Yann, tu as planché à 2 reprises dans des endroits qu'on connaît bien, les ateliers de la Terre, qui rassemblent un tas d'opérateurs privés, ONG sur les grands défis du développement durable, et tout ce que ça veut dire derrière pour Veolia, Suez, un certain nombre d'entreprises privées, la question des déchets. Il y a un artiste qui a fait un film, Super Trash, qui est un artiste, et qui a fait bouger effectivement les lignes, entre guillemets, les débats à travers cette œuvre d'art qui est un film, notamment des opérateurs de gestion d'eau qu'on connaît bien. Je voudrais qu'on vienne peut-être sur ce lien entre art, entreprise et grands défis de société et développement durable. Comment, c'était le cas aux ateliers de la Terre, c'était le cas dans la conférence Europa, ils peuvent avoir à la fois de l'impact et que finalement, parfois dans des débats techniques sur ces questions de développement durable, d'environnement social, les artistes peuvent être parfois plus puissants, plus pertinents pour justement faire bouger les lignes dans le bon sens, avec un certain nombre d'opérateurs qui évoluent sur ces défis. Qu'est-ce que tu en penses et comment on peut aller plus loin entre entreprise, art et grands défis sociétaux dans le développement? Moi, je donnerais juste un élément de cadrage là-dessus. En ce moment, il y a un contexte qui est très intéressant par rapport à ce sujet, qui est la notion d'anthropocène, qu'on voit un peu émerger un petit peu à toutes les sauces, et qui manque sans doute d'incarnation. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'artistes aujourd'hui, de la Foreliasson à Thomas Saracino, ont travaillé une matière qui peut être intéressante par rapport à ces enjeux-là, mais je pense que Yann a beaucoup réfléchi à ces questions aussi dans son travail. En fait, la question fondamentale que je me pose en permanence, c'est comment est-ce que je peux être en dehors d'une activité et en même temps être inscrit dans une action en le monde, inscrit en tout cas de manière utile dans quelque chose qui peut avoir une valeur universelle. Et il me semble que dans l'exemple que tu citais, qui est le fait qu'un artiste, par un film, a réussi à infléchir les positions de certains, là on parle de Veolia je pense, c'est ça, donc de certaines entreprises et puis donc à entraîner ensuite des investissements. Je trouve qu'en effet, il y a une valeur là de l'artiste qui arrive à agir directement sur, de manière comme une frappe chirurgicale, sur un problème précis, mais il ne résout pas le problème lui-même, il va être seulement une part de l'équation. Et donc, même si, vous l'aurez compris, le président de Ouest Lumière est omnipotent auprès de ses actionnaires, je dirais que j'agis de manière chirurgicale et je ne peux avoir une efficience que si je suis coordonné avec d'autres personnes qui, comme moi, sont artistes entrepreneurs, artistes observateurs, artistes curateurs, artistes éditeurs, enfin des gens qui réussissent à concevoir qu'on est multiple et qu'on n'est pas uniquement ancré dans une fonction préétablie et qu'on n'est pas inscrit dans une activité du début à la fin de sa vie. Donc ce qui fait qu'on est pluriel et donc on arrive à créer une entreprise, on arrive à mettre en œuvre des synergies et ces synergies ensuite s'autonomisent. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est la possibilité, et ça l'enseignement évidemment c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, et on est une 50aine dans l'équipe de recherche aujourd'hui. On a gagné des ANR, on a mis en place des projets de recherche conséquents, on est sur des programmes de plusieurs années. Je trouve que c'est très intéressant le travail d'équipe. Le travail d'équipe n'est pas
je dirais, un travail à perte. Alors que le travail que j'effectue de manière isolée, s'il est déconnecté et si je suis dans un agissement, je dirais, ethnocentrique, là, je crois que je me déconnecte de mes potentialités. Donc je trouve que c'est l'idée de la coordination qui est importante des forces. Oui, je signale aussi une exposition à la Villette des artistes Lucie et Georges Horta sur ces thématiques qui arrive là très prochainement et qui fera l'objet d'une parution chez Actes Sud. Voilà, donc il y a un mouvement, il y a une vraie prise de conscience qui dépasse parfois les injonctions extrêmement insistantes et une dimension parfois punitive aussi que les artistes ont un peu détournée. Ça, c'est assez intéressant. Une réaction peut-être sur ces aspects-là, ou peut-être encore une question de notre cher public. Oui. Je ne sais pas si c'est une question, mais je trouve que ce que Yann nous a montré de façon détaillée est un très bon modèle de réinvention pour les entreprises. De réinvention, ouais. Et donc, je trouve que là, par rapport au sujet, je trouve que l'entreprise artiste ou l'artiste entreprise, là j'ai plus ressenti, moi, l'intérêt pour l'entreprise, de ce sens que les artistes peuvent, d'une manière ou d'une autre, apporter au modèle de fonctionnement, au modèle de réflexion, au modèle d'analyse des entreprises. Il me reste la question et ces artistes qui sont multiples, nombreux, formidables, et qui aujourd'hui sont dans un marché tout à fait paradoxal, parce qu'ils sont au cœur de ce marché, et ils sont les moins bien traités de ce marché, aujourd'hui. Alors, peut-être pas dans tous les pays, mais dans un certain nombre de pays. Et donc, la question, elle n'est sûrement pas finie, c'est de se dire comment, dans le mode de fonctionnement de ce marché, et avec tous les parties prenantes, et il y en a énormément dans ce marché, peut-être plus que dans beaucoup d'autres marchés, comment redonner toutes les chances, parce que c'est très important, redonner toutes les chances à tous ces artistes en leur donnant la possibilité de devenir entrepreneurs de leur art. Et là, on n'a pas abordé cette question. Quel type d'entreprise, quel type de modèle, quel type de fonctionnement, quel type de financement. Aujourd'hui, ils sont complètement dépendants d'une chaîne qui va des musées aux collectionneurs en passant par les galeries, mais qui ne leur donne pas toutes leurs chances. Et là, je trouve que, moi, je n'ai pas la réponse, mais je trouve que c'est, dans le sujet que vous avez abordé, je trouve que c'est très riche pour l'apport des organisations, le sens que les artistes peuvent apporter. De l'autre côté, je trouve qu'on n'a pas réglé le sujet. Alors, je sais qu'il y a deux autres débats, mais ça m'intéresse vraiment. En fait, c'est un sujet de colloque. Enfin, je veux dire, on pourrait y passer 3 jours. D'ailleurs, il faut peut-être y penser. Il y a effectivement là une matière. Yann, oui. Oui, on en est on va faire le 5e colloque international à Arc-et-Senans dans à peu près 3 semaines sur la question des artistes entrepreneurs. C'est une question que nous avons essayé de développer depuis de nombreuses années. Et évidemment, alors là, on n'a pas du tout on n'a pas le temps, mais il y a plusieurs modèles d'économie qui ont été envisagés auprès d'économistes, auprès de juristes, auprès d'artistes, évidemment. C'est déjà, qu'est-ce que l'entreprise artiste plutôt que l'artiste entreprise? L'entreprise artiste, c'est vraiment un modèle particulier parce qu'elle tire son origine de la critique artiste. La critique artiste, c'est un modèle du 19e siècle qui permet à l'artiste d'avoir une certaine posture critique vis-à-vis du monde et à l'image de Baudelaire, de faire apparaître certaines formes de positions parce que Baudelaire devient une caisse de résonance et devient lui-même une figure de la société qui lui permet de faire passer donc, une critique. Et donc l'idée de l'entreprise artiste, c'est aussi le logo, la marque, c'est évidemment la caisse de résonance, c'est ce qui va sublimer la potentialité de l'artiste et en même temps le protéger. Alors là, je suis tout à fait conscient que ce que vous soulevez, c'est le fait qu'il y a des artistes qui ne sont absolument pas protégés. Moi, je suis scandalisé évidemment par la condition de l'artiste en tant que tel depuis de nombreuses années. J'observe quand même un basculement. Il y a 20 ans, on s'intéressait à ces questions de communication. D'ailleurs, il y avait
l'art de la communication, le mail art, enfin voilà, ça restait très très confidentiel. À l'époque, ma pratique était carrément vue comme suspecte à partir du moment où si j'évoquais la notion d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été accepté. Mais c'est vrai que finalement, c'est l'art de son temps, mais tous ces artistes, peintres, dessinateurs qui ont une relation au fer, sculpteurs, performeurs, ils ont aussi à se reconfigurer par rapport au monde. C'est-à-dire qu'ils ont à se poser la question de leur propre position dans ce monde, parce que de toute façon, ce monde les a oubliés. Ou alors les utilisera comme faire valoir, produit, entre guillemets, et évidemment animation. Donc il faut se poser la question de ce nouveau statut de l'artiste qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, grâce à l'iPhone, on devient soi-même artiste, on suit la logique de Beuys. On est dans cette logique de tout le monde peut être artiste. Mais en même temps, je crois que c'est vrai que l'artiste a en lui la capacité de s'adonner et de se concentrer sur la production d'énergie artistique. Ce que la plupart des gens ne peuvent pas produire, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est ça qui est intéressant chez l'artiste, c'est qu'il a en lui cette capacité. Donc l'artiste entrepreneur n'est rien si la totalité des artistes, sans en oublier un seul d'ailleurs, n'est pas concernée par cette mutation. Et donc, c'est en effet, je pense que c'est la grande question de société. On ne peut pas parler d'énergie artistique sans concerner la totalité de ceux qui la produisent. Merci, je crois que ça ressemble à une conclusion, et donc je vous invite à déguster un verre d'or bleu. Merci.